SMA TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. À nouveau, on rejoint Daniel Lachance pour parler santé. Bonjour, Daniel. Bonjour. Daniel, aujourd'hui, un sujet un petit peu moins amusant que les voyages de v'là 2 semaines. On y va avec l'artériosclérose. Oui, dans le fond, et ses conséquences sur le cœur et ailleurs. Évidemment, l'athérosclérose, c'est des dépôts de cholestérol dans les parois des artères. Bon, on connaît vraiment aux artères, au niveau des artères coronaires, les artères du cœur, mais bon, il peut y avoir les carotides, mais en fait, ça peut être partout. Des gens qui font déboucher les artères dans les jambes aussi, là, tu sais, il n'y a pas... souvent, ben, le pourquoi de la prévention est beaucoup au niveau, ben oui, des carotides, mais principalement des artères coronaires, qui sont les plus petites artères qu'on a sur un organe qui est indispensable. Donc, avec la pompe, il faut qu'elle marche, puis elle a besoin de sang pour se nourrir. Donc, c'est souvent là qu'on va voir les premiers signes, dans le fond, importants d'athérosclérose, quand on fait de l'angine ou un syndrome coronarien ou un infarctus, là, dans le fond, quand ça bloque complètement. Donc, on ne va pas nécessairement s'en rendre compte par nous-mêmes. C'est le médecin qui va pouvoir nous informer qu'il y a le problème qui est rendu là. Bien, en prévention, exactement. Dans le fond, au tout début, c'est pour ça les gens... J'ai beaucoup de gens, à chaque semaine, évidemment, la génération des baby boomers arrive tout à l'âge où on tombe à un risque augmenté cardiovasculaire. Puis le médecin, des fois, va introduire une médication pour le cholestérol. Puis les gens, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de discours dans les dernières années là-dessus. Puis un peu du monde qui disent un peu du tout et du n'importe quoi, puis que ça, c'est pas bon, puis ça donne des douleurs musculaires, puis ça sert à rien. Il y a un médecin à la TV qui a dit que c'était pas bon. On est toujours là-dedans. La médecine, c'est quelque chose de sérieux. C'est une science. Puis on se base sur des outils, sur des faits. Quand votre médecin vous prescrit une médication pour le cholestérol, c'est pas parce qu'il vous a regardé un matin et il a dit « Vous, je vous donne ça aujourd'hui. » Vous êtes notre gagnant. Je regarde ça de même, là, puis je pense que vous en avez besoin. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans le fond, quand on en a besoin, il faut continuer à le prendre. Oui, puis c'est basé sur un outil. C'est un outil, la table de Framingham, en fait, c'est l'outil qu'on utilise encore pour calculer le risque cardiovasculaire. Un des premiers facteurs qui augmente le risque vasculaire, c'est l'âge. Fait que, quelqu'un qui dit « je n'ai jamais fait de cholestérol », mais en fait, il a toujours été pareil, c'est juste que votre cible, ce qu'on visait, votre risque cardiovasculaire étant faible en bas âge, bien, on ne vous traitera pas, mais le même taux de cholestérol rendu à 60 ans, il n'est pas associé au même niveau de risque cardiovasculaire, puis peut-être qu'à cause que, mettons, c'est sûr que si votre père, frère, sœur sont tous morts à 55 ans d'un problème cardiaque, ça se pourrait que ça met un score élevé déjà, parce que vous avez un facteur génétique qui est là. Bon, si vous fumez en plus, ça augmente le score. Si vous avez du gras abdominal, un tour de taille qui est en haut de temps, un autre coche, et ainsi de suite, qu'on tombe sur un diabétique. En partant, là, c'est le risque cardiovasculaire sur 10 ans est très élevé. Fait qu'automatiquement, on tombe à la cible la plus faible. Aussitôt avec un diagnostic de diabète, on tombe tout de suite à très haut risque cardiovasculaire. Fait que, selon certains facteurs familiaux, l'âge et tout, on tombe à une cible, un score, puis ce score-là nous donne une cible de cholestérol à atteindre. Fait que, c'est très factuel. Donc, c'est là qu'on vient. Puis oui, c'est vrai, des fois, on est juste sur la barre du score, puis on peut décider d'attendre 1 an. Puis oui, c'est vrai qu'à un moment donné, il peut y avoir une certaine zone grise, mais ceci dit, on se base sur une donnée. Puis il y a des nouveaux indicateurs sur lesquels on se base aussi aujourd'hui, qu'on ne connaissait pas, des facteurs génétiques, puis des nouveaux dosages qu'on peut avoir. Avant, on se basait vraiment sur mauvais, bon cholestérol, ça tournait autour de ça. Après est venu l'ApoB, qui est un autre indicateur qu'on voit dans les prises de sang, qui, quand cette donnée-là est élevée, augmente aussi encore plus le risque cardiovasculaire. Puis là, on a le LP-A, qui est comme quelque chose qu'on a en dedans de nous, qu'on peut doser au début de la vie, puis qui ne va pas beaucoup modifier dans le temps, mais qui, les gens chez qui génétiquement c'est élevé, vont avoir un risque très augmenté là, de problèmes cardiovasculaires en plus bas d'âge. Donc, chez ces patients-là, on va tendre à avoir une cible, même quand ils sont assez jeunes, d'avoir une cible de cholestérol plus basse parce qu'on sait qu'ils sont très à risque. Fait que, tu sais, on a des nouveaux, ça évolue dans le temps. Donc, mais ça demeure un des risques principaux de problèmes coronariens, finalement. Donc, si on parle du cholestérol, dans le fond, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a une façon de prévenir qu'on ait un problème de cholestérol rapidement, mais il y a certaines personnes qui ne passeront pas à côté de toute façon. Non, c'est ça. On peut le retarder, dans le fond, avec la médication. Ce qu'on veut, en donnant en prévention primaire, donc il n'est jamais arrivé d'événement cardiovasculaire, quand on décide de traiter une personne, ce qu'on veut, on considère que selon ses facteurs de risque, on veut retarder le plus possible
un événement cardiovasculaire. On pourrait peut-être pas l'éviter, mais on veut le retarder. Parce que oui, à cette heure, les gens vont à l'hôpital Laval, font déboucher avec une angioplastie, coronarographie, angioplastie tuteur, on ressort dans la même journée, hey, je me sens mieux. Ça semble banal, mais ça ne l'est pas, parce qu'il y en a encore qui meurent d'un infarctus là, ou d'un syndrome coronarien aigu. Ça dépend quand ça arrive, comment et tout, sur quelle artère. Donc, même si maintenant ça se fait très bien, c'est pas banal. Puis, on veut le retarder le plus possible. Mais il faut toujours se rappeler aussi, là, tu parlais de l'intervention à l'hôpital Laval. Ça a l'air très, très simple. On est chanceux au Québec parce que notre système de santé, justement, nous permet d'avoir ces opérations-là plus ou moins gratuitement, ce qui n'est pas nécessairement le cas ailleurs. Donc, il faut penser que sur le système de santé, il y a vraiment des coûts qui sont rattachés à ça. Oui, c'est pas gratuit, effectivement. Puis, bon, oui, on paye de façon publique, mais effectivement, c'est que plus on va retarder une hospitalisation, puis on sauve aussi au niveau du système de soins. Ça, c'est indéniable. Donc, pharmaco-économiquement parlant, c'est très viable aussi. Mais c'est ça. Ce qu'on veut retarder le plus possible en prévention primaire, c'est le développement de l'angine. L'angine, c'est dans le fond, quand il n'y a plus assez de sang qui passe dans l'artère, puis là, quand la fréquence cardiaque augmente, ça serre fait un mal. peu. Ça serre. Fait que quand ça arrive à l'effort seulement, ce qu'on appelle l'angine stable, bien, c'est là, des fois, on va passer un tapis roulant, puis là, il y a des signes à l'électrode qu'il ne passe plus assez de sang. On envoie en coronaro à l'hôpital Laval, puis là, c'est bouché, mettons, à 90%, on met du tuteur, puis là, on est correct pour un bout. Mais après ça, vous continuez parce que quelqu'un qui a eu un événement, bien, il t'arrive un deuxième, parce qu'on veut retarder un deuxième événement. Fait que on est dans la même optique. Quand il y a, là on a parlé de l'angine, puis après ça, bien, les gens aussi, la différence avec l'infarctus, syndrome coronarien aigu, mais c'est que les gens pensent que c'est le cholestérol qui bloque l'artère quand il y a un infarctus, mais ce n'est pas ça. C'est pour ça qu'on donne de l'aspirine aux gens qui sont angineux. À faible dose, c'est un caillot sanguin qui se forme. C'est que quand les parois sont étirées comme une balloune à cause du cholestérol à l'intérieur de l'artère, ça fait comme une bosse, puis la paroi devient très amincie et est à risque qu'on appelle d'une rupture de plaque. Donc, c'est que l'artère devient tellement gonflée que là, elle se rupture, puis il y a formation d'un caillot sanguin à l'intérieur de l'artère, puis c'est ça qui bloque l'artère. Donc, là, ça bouche. C'est le caillot qui bouche. C'est pour ça qu'on donne l'aspirine aux gens qui font de l'angine ou qui ont en prévention secondaire, qu'on appelle. On en donne moins maintenant en prévention d'un premier événement. Parce que l'aspirine, qu'est-ce que ça fait? Ça empêche l'agrégation plaquettaire pour que le caillot soit trop gros. Fait qu'au lieu de boucher complètement l'artère, on peut peut-être risquer qu'il bouche en partie, puis d'avoir le temps d'aller débloquer ça. C'est ça. Après ça, bien évidemment, il faut se rendre rapidement à l'hôpital, puis qu'on soit pris en charge là, par un hémodynamicien ou un chirurgien cardiaque. Donc, mais c'est un peu ça qui se passe. Pas le cholestérol en tant que tel qui bouche complètement l'artère. Souvent, quand c'est le cholestérol, on le sent sous forme d'angine parce qu'à un moment donné, bien, ça devient trop bouché. Puis là, quand on est à l'effort, ça va faire mal parce qu'on manque d'oxygène. Mais ça, souvent, on va voir les parois puis on va les dilater. Mais quand il y a un infarctus, un blocage complet, c'est souvent parce qu'il y a une rupture de plaque, c'est un caillot qui bouche l'artère. Donc, d'où la médication antiplaquettaire. Donc, évidemment, des fois, les gens, on leur prescrit des médicaments pour le cholestérol ou encore la fameuse petite aspirine. Puis à un moment donné, on décide, ça va bien, fait que je vais arrêter de prendre ça. Oui, ça, c'est le défaut. Ouais. C'est sûr que souvent, surtout les gens qui avaient tendance à ne pas s'écouter avant, mais des fois, ils ont peur après l'événement, puis là, ils sont stressés, mais là, après, on retombe dans nos habitudes, puis là, ils n'ont plus de symptômes, fait que, on arrête nos pilules, on retourne bûcher, puis là, à un moment donné, ça rebouche. Fait que, parce qu'évidemment, là, ce risque-là, il reste dans nous. Puis quand on a un premier événement cardiovasculaire, on sait qu'on est à risque. Pas parce qu'on a dilaté l'artère où c'était bouché que l'autre à côté, elle ne bouchera pas. Vous comprenez? C'est ça. Faut qu'il faut. On est cardiaque. Un jour, on est cardiaque à vie. C'est ça. Mais est-ce que c'est là qu'on va parler de pontage et tout ça, justement? Bien, les pontages, le choix entre mettre des tuteurs coronariens, puis là, je ne suis pas chirurgien, c'est ça, mais souvent, c'est selon la présentation, selon aussi l'âge du patient, la fragilité des artères aussi, des fois qui ne pourront pas endurer, mettons, un tuteur, puis une dilatation, fait qu'on va aller contourner à la place la partie qui est avec des pontages qui est trop bouchée. Oui. Des fois aussi, il y a une valve qui peut être. On va décider de faire un pontage, il y a une valve qui fuit. Fait que, vu qu'on va réparer la valve, de toute façon, on va faire un pontage au lieu d'une coronaro. Il peut y avoir différents scénarios qui font qu'on choisit des pontages. Il y a beaucoup d'artères qui sont impliquées aussi. On
on mettra pas 6 tuteurs. Là, fait que c'est la différence parce que on peut choisir s'il y a, mettons, une coronarographie, on va voir si c'est bouché, il y a 2-3 artères de bloqué, on peut mettre 2-3 tuteurs, puis c'est correct. Par contre, des fois, dans certaines situations, qu'on ne peut pas dilater, ils ne peuvent pas mettre de tuteurs, on va décider d'aller dans les pontages. Mais ça, c'est un choix qui est médical, qui est fait par le chirurgien thoracique ou l'hémodynamicien, là, selon divers facteurs. Et une chose est sûre, on va essayer de l'éviter. Le plus possible, ou le retarder le plus possible. Ou le retarder le plus possible. Merci beaucoup, Daniel Lachance. Ça fait plaisir.